Bonjour à tous, je suis Bluenne de la WineTech. Donc vous êtes ici sur l'espace WineTech Perspective. On est une asso cluster dédiée à l'innovation avec plus d'une centaine de startups qui sont membres. Vous avez une quarantaine qui exposent aujourd'hui. On a fait 3 jours de conférences. Lundi, c'était sur la WineTech for Good, les enjeux environnementaux, durabilité. Hier, on était très IA, data, blockchain. Et aujourd'hui, on va parler retail, consommation, e-commerce. Et on ouvre cette journée avec nos 2 premiers intervenants qui vont vous présenter, restituer leur étude économique et sociétale. Christelle Leprel de Vin et Société et Mathieu Lapère de Deloitte. Merci beaucoup. Merci à la WineTech de nous donner l'opportunité de présenter une étude qui n'a jamais été ni faite ni révélée jusqu'alors, la contribution socio-économique de la filière vitivinicole. On se reposait en fait un peu jusqu'alors sur des réalités de la filière vin qu'on connaît tous mais qui finalement n'ont jamais été quantifiées. Donc pour la première fois, la filière vin s'est lancée dans ce travail d'envergure. Alors, pourquoi le faire ? On connaît tous le vin à travers des évidences, qui sont le fait que le vin, c'est une passion française. On le sait tous, il y a 96% des Français qui déclarent avoir une relation particulière au vin et que le vin fait partie de l'identité française. 88% des Français associent les valeurs du vin à la convivialité et au partage. Et puis, 93% des Français pensent que les vignerons sont détenteurs d'un savoir particulier qu'il convient de préserver et de transmettre. Donc ça, c'est un des premiers angles, j'allais dire, immatériels, qui est difficile à sonder. Mais derrière ça, il y a une réalité aussi plus, j'allais dire, tangible, qu'on a en tout cas sur lesquels on a des chiffres. Donc, le vignoble français est présent en France dans 90 départements. Il recouvre 750 000 hectares. Derrière, c'est 59 000 exploitations à taille humaine, souvent dans des départements ruraux où l'activité vitivinicole est la seule présente et c'est le poumon économique de nombreux territoires. Alors, on parle aussi périmètre de cette étude. L'étude, aujourd'hui, elle ne comporte que l'évaluation, la contribution socio-économique de la filière vin à la production de vin et également à la consommation. Évidemment, il y a d'autres champs à investiguer et on va s'y atteler dès cette année, notamment la dimension œnotouristique. Le vin participe à l'attractivité de la France. C'est encore une fois une réalité qui paraît évidente. On parle de 10 millions d'œnotouristes en 2016. C'est un chiffre qui commence un peu à dater. D'ailleurs, il va être mis à jour cette année. Mais du coup, on aura aussi la possibilité de sonder quelle est la part de la contribution socio-économique de la filière vin dans l'œnotourisme. Une autre réalité que vous connaissez, on a eu la nouvelle hier, les vins et spiritueux contribuent à la balance du commerce extérieur. Ils sont 3e dans cette position. On a un petit régression dans le classement, mais ça reste un très gros contributeur à la balance du commerce extérieur. Voilà. Donc, qui a fait cette étude ? Dernière chose, vous connaissez sans doute les 2 organisations qui rassemblent l'ensemble des interprofessions vitivinicoles, le CNIV, le Comité national des interprofessions du vin, et Vin et Société, donc, qui rassemblent l'ensemble de la filière vitivinicole. On disait jusqu'alors les 500 000 acteurs de la vigne et du vin. On va préciser ce chiffre. Il y a 1 an et demi, nous avons commencé un dialogue avec le cabinet Deloitte pour entamer cette évaluation de la contribution socio-économique. Et donc Mathieu Lapère du cabinet Deloitte va vous restituer l'ensemble des éléments que nous avons pu mettre en avant dans le cadre de cette étude. Et merci à lui. Merci Christelle. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors, estimer l'impact socio-économique du vin, c'est d'une part estimer l'activité générée par les acteurs spécialisés dans la production et dans la distribution des vins et des spiritueux à base de vin, mais c'est aussi prendre en compte l'ensemble des effets d'entraînement, puisque l'ensemble de ces acteurs vont mobiliser d'autres filières, d'autres entreprises, d'autres salariés, en distribuant de la masse salariale et donc du pouvoir d'achat qui va lui-même soutenir d'autres activités au sein de l'économie française. Ce sont tous ces effets d'entraînement que nous modélisons au travers des flux financiers des acteurs de la filière spécialisée
qui viennent soutenir tout un ensemble de filières non spécialisées dans le vin, mais qui bénéficient de façon indirecte de ces activités. Et je reviendrai plus spécifiquement sur ces effets d'entraînement un peu plus tard dans la présentation. Pour mener cette étude visant à estimer l'impact socio-économique de la filière vignes-vin et spiritueux de vin, nous avons adopté une approche verticale de la filière. Alors ça ne se voit pas vraiment sur le slide qui a été redesigné, mais du raisin jusqu'au consommateur final de vin, dans laquelle nous avons dimensionné en nombre d'entreprises, en nombre de chiffres d'affaires, en valeur ajoutée, en nombre d'emplois, chacune des différentes activités de la filière spécialisée. Étudier une filière, c'est aussi regarder l'ensemble de ses activités. Et cette étude a été l'occasion de faire un focus sur une activité peu connue du grand public, que sont les courtiers spécialisés, grâce notamment à des échanges avec leurs syndicats. En accord et en étroite collaboration avec Vins et Sociétés et le CNIV, à qui je renouvelle mes remerciements pour leur confiance, nous nous sommes fixés une exigence particulière pour cette étude, celle de toujours recourir à de la donnée publique, vérifiable, vérifiée et opposable. Ces données publiques proviennent soit de bases de données spécialisées sur la filière agricole, des bases de données comptables, mais aussi les liens, les relations entre les différents secteurs économiques qui sont quantifiés par l'INSEE. Cette exigence de quantification et de recours à de la donnée publique garantit à la fois la transparence de notre méthode et aussi la robustesse de nos résultats. Si nous devions résumer la filière spécialisée en 5 grands chiffres à retenir, ce serait cela. La filière spécialisée, donc toujours dans cette idée du grain de raisin jusqu'au consommateur final, génère en France 254 000 ETP, génère un chiffre d'affaires de près de 60 milliards d'euros, qui correspond à une valeur ajoutée de 17 milliards d'euros, auquel l'État est bénéficiaire, puisque ces entreprises de la filière spécialisée versent des contributions fiscales à hauteur de 1 milliard d'euros, et j'y reviendrai ce sur quoi il y a la définition exacte des taxes qui sont prises dans l'étude, auxquelles s'ajoutent près de 3 milliards d'euros de TVA collectés sur les ventes de vin et spiritueux de vin. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail les différentes activités de la filière spécialisée, ou en tout cas les plus importantes en termes de chiffre d'affaires et d'emploi. Donc, la viticulture. Les viticulteurs génèrent près de 10 milliards de chiffre d'affaires en France au sein de 59 000 exploitations viticoles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national et couvrant, comme Christelle l'a dit, 750 000 hectares de vignes. Cette activité est très chère aux Français, aux touristes qui veulent visiter notre pays ou qui le visitent, génère à elle seule 124 000 ETP, donc équivalent temps plein en France. Maintenant, faisons un focus sur cette activité de négociants et de commerce de gros. Donc, dans cette galaxie qui regroupe les négociants, les intermédiaires du commerce de gros, nous avons distingué une activité de négociants, notamment en s'appuyant sur des échanges avec les syndicats régionaux et leurs syndicats régionaux et l'UM20, leur fédération professionnelle, mais aussi identifier un ensemble d'entreprises spécialisées dans cette activité d'intermédiaire du vin. Cela inclut à la fois des acteurs actifs dans la production du vin, dans sa commercialisation, et d'autres spécialisés dans la partie de négoce à proprement parler et d'intermédiation, tout cela participant activement à la réussite de la filière en France. Ainsi, le négoce de vin génère plus de 16 000 ETP en France et près de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le commerce de gros spécialisé en vin et spiritueux de vin génère quant à lui près de 28 000 ETP pour 18,5 milliards d'euros. Et ainsi, ces deux activités réunies représentent donc un total de 44 000 ETP en France et plus de 34 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, intéressons-nous à la distribution. Les données de vente de vin suivies par l'IRI, donc l'organisme reconnu de façon mondiale en ce qui concerne la grande distribution, mettent en évidence que les ventes de vin dans la grande distribution en France représentent plus de 5 milliards de chiffres d'euros d'affaires. Et d'après les données INSEE, cela correspond à un peu plus de 2% du chiffre d'affaires total de la grande distribution en France. Cette activité liée au vin dans la grande distribution soutient des emplois en s'appuyant sur la part que représentent les ventes de vin dans le chiffre d'affaires de la filière et sur la correspondance que l'on peut faire entre chiffre d'affaires généré dans la filière de la grande distribution et emploi, notamment grâce aux données INSEE. Nous pouvons en conclure que les ventes de vin soutiennent au sein de la GMS en France plus de 13 000 ETP.
Intéressons-nous maintenant à un autre débouché important pour la filière, la restauration traditionnelle. Comment le vin contribue à soutenir l'activité de la restauration traditionnelle en France? L'hypothèse retenue dans cette étude, toujours dans cette logique de flux monétaire associé au vin, a été d'estimer l'impact du vin au travers de la part qu'il représente dans le chiffre d'affaires total de l'activité de restauration traditionnelle en France. Celle-ci est estimée autour de 21% dans la presse spécialisée. Et donc, en appliquant la même logique que précédemment avec la GMS, nous attribuons 21% des emplois de la restauration traditionnelle au secteur du vin. Et ainsi, nous pouvons conclure que la vente de vin soutient en France plus de 66 000 ETP dans la restauration traditionnelle. Au total, comme annoncé précédemment, la filière spécialisée génère 254 000 ETP en France, auxquels viennent s'ajouter 186 000 ETP via les effets d'entraînement, sur lesquels je vais revenir juste après en vous détaillant la méthodologie et la logique derrière ces estimations, suivi d'un exemple chiffré se focalisant sur la viticulture. Ainsi, la filière viticole soutient en France 440 000 ETP. Sachant que les données INSEE font état de 20,6 millions de salariés en France exprimés en ETP, nous pouvons donc en conclure que la filière vitiviticole soutient plus de 2% des emplois en France. Comme annoncé, je vais donc vous expliquer la méthodologie suivie sur les différents types d'impacts qui ont été retenus pour estimer ces effets d'entraînement, de ruissellement de chacune des activités de la filière spécialisée dans l'économie française. Tout d'abord, le vin a des retombées socio-économiques directes, liées à l'ensemble des dépenses de la filière spécialisée auprès de ses fournisseurs. Par exemple, le vigneron, pour son activité, a besoin de fûts, et pour ça, il va se tourner vers un tonnelier pour lui acheter ses fûts. Donc c'est bien une dépense de la filière spécialisée vers un de ses fournisseurs. Mais cette activité a également des retombées, des effets d'entraînement que nous appelons, en tant qu'économistes, des effets indirects, qui alimentent tout un ensemble de secteurs non spécialisés dans le vin, au travers des dépenses des fournisseurs de la filière spécialisée auprès de ses propres fournisseurs. Toujours dans le cas de notre tonneau, le tonnelier, pour fabriquer ce tonneau, va avoir besoin de bois et donc il va se tourner vers la sylviculture. Et donc c'est bien le fournisseur des fournisseurs qui va bénéficier de cette activité. La filière spécialisée, ses fournisseurs, les fournisseurs de ces fournisseurs vont également alimenter la consommation des ménages à travers la distribution de masse salariale. Et ce sont les effets que nous appelons classiquement des effets induits. C'est ainsi l'ensemble de ces effets que nous avons déterminés via la méthodologie input-output développée par Leontief. Je le rappelle ici, du coup, notre étude se base à la fois sur des données publiques, vérifiées, vérifiables, opposables, et sur une méthodologie éprouvée garantissant la robustesse de nos résultats. Ainsi, dans le cadre de la viticulture, comme nous vous l'avons indiqué précédemment, la viticulture, c'est une activité qui génère 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et génère 124 000 ETP. Mais ces 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce sont aussi 4 milliards d'euros de dépenses auprès d'autres filières, à la fois basées en France et hors de France. Comme nous chiffrons les retombées socio-économiques de la filière vin en France, sur le territoire national, nous retenons uniquement les dépenses qui ont été réalisées auprès des fournisseurs basés en France. Ces dépenses peuvent être estimées à hauteur de 3,8 milliards d'euros. 3,8 milliards d'euros, ce qui permet de soutenir plus de 21 000 ETP d'après la modélisation input-output. Mais ces fournisseurs ont également réalisé des achats auprès de leurs fournisseurs dans d'autres secteurs économiques. C'est ainsi un supplément d'activité qui, in fine, découle de l'activité des viticulteurs de manière indirecte et que l'on peut estimer à hauteur de 2,6 milliards d'euros et près de 15 000 ETP. Ce sont également à chaque fois des salaires qui sont versés à la fois par les viticulteurs, par leurs fournisseurs, par les fournisseurs de leurs fournisseurs, qui induisent à nouveau une activité économique supplémentaire dans l'économie française, de l'ordre de 2,7 milliards d'euros et 15 000 ETP supplémentaires. Ce sont les effets induits dont je vous ai parlé précédemment. C'est ainsi, en cumulant ces différents effets, directs, indirects, induits, que l'on peut mettre en évidence des effets d'entraînement, de ruissellement à partir de la viticulture, à hauteur de 9,2 milliards d'euros et plus de 51 000 ETP soutenus dans l'économie française. C'est cette approche que nous avons répliquée sur chacun des échelons de la filière spécialisée pour mesurer à chaque fois, estimer les effets d'entraînement de chaque activité de la filière spécialisée.
Toujours en suivant cette logique de dimensionnement de la filière spécialisée et d'estimation des effets de ruissellement, d'entraînement dans l'économie française, la filière viticole en France génère un chiffre d'affaires de près de 92 milliards d'euros, dont 59 proviennent directement de la filière spécialisée, auxquels s'ajoutent 33 milliards d'euros provenant des effets d'entraînement. En mobilisant les données INSEE permettant de déterminer les ratios entre chiffre d'affaires généré et valeur ajoutée des différents secteurs productifs en France, nous pouvons estimer que la filière spécialisée génère en France 17 milliards d'euros de valeur ajoutée, auxquels viennent s'ajouter 15 milliards d'euros découlant des effets d'entraînement de la filière, soit au total plus de 32 milliards d'euros de valeur ajoutée générée par la filière en France. Ramené aux années d'études, on peut en conclure que la filière viticole génère en France près de 1,4% du PIB. En termes de taxes, on peut tout d'abord retenir les taxes courantes versées par les entreprises, indépendamment des taxes spécifiques à l'alcool que nous n'incluons pas ici. Cette estimation est un minorant, car elle n'inclut pas l'impôt sur les sociétés versé par les entreprises, tout simplement parce que ces impôts dépendent de situations très spécifiques au sein de chacune des entreprises, notamment l'existence ou non de déficits dans les années passées, et donc nous ne pouvons pas les estimer de façon systématique et robuste. Ainsi, la filière viticole génère en France plus de 3 milliards d'euros de recettes fiscales, auxquelles viennent s'ajouter près de 3 milliards d'euros de TVA collectés sur les ventes de vin et d'eau-de-vie de vin en France. Au total, ce sont donc plus de 6 milliards d'euros de recettes fiscales générées par la filière qui reviennent à l'État français chaque année. Après avoir travaillé longtemps sur cette filière, si je devais retenir 3 marqueurs fort de la filière en France. Le premier serait son ancrage territorial fort et singulier, avec une forte présence dans des communes rurales, mais aussi une projection, un rayonnement à l'international grâce aux exports. Et comme Christelle l'a mentionné en début de présentation, la filière vin représente la 3e balance commerciale positive de la France, derrière l'aéronautique, derrière les produits cosmétiques, mais aussi la présence de plusieurs pôles régionaux distincts, très forts, qui font la singularité de cette filière. On peut également mettre en avant la très grande variété et la richesse des activités et des métiers couverts par la filière. Que ce soit l'agriculture au sens strict, avec la culture de la vigne, ou encore l'artisanat du vin, avec les vignerons, les négociants, mais aussi l'intervention au sein de la filière de très nombreux intermédiaires, que ce soit les courtiers ou le commerce de gros, mais aussi des débouchés divers, avec la restauration traditionnelle, ou encore la distribution marquée par l'importance de la GMS, ou encore le dynamisme des cavistes. Cette filière se caractérise donc par une très grande variété de métiers, de compétences, de qualifications qu'elle mobilise. Enfin, la filière se caractérise par une intensité en emploi très forte. En moyenne, sur tous les secteurs productifs en France, suivi par l'étude ESAN de l'INSEE, cette étude montre un ratio de 11 ETP par million d'euros de valeur ajoutée générée. Et dans ce cas-là, dans le cas de la filière du vin, la filière spécialisée se distingue en générant 17 milliards d'euros de valeur ajoutée en France pour 254 000 emplois, ce qui nous donne un ratio de 15 ETP par million d'euros de valeur ajoutée générée en France. C'est ainsi que se conclut ma présentation. Merci à tous pour votre écoute et merci une fois de plus à Christelle, à Vin et Société, au CNIV, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs que nous avons eu la chance d'interroger pour mener à bien ce projet sur une si belle filière. Merci à tous. Bonjour, je suis Candice Hunt, en charge de la communication pour Château Guiraud, qui appartient maintenant au label Terre de Nature. Merci pour cette étude et ce foisonnement d'informations précieux. Moi, la question, c'est comment le transformer, utiliser ces informations pour que ce soit des leviers de négociation, à ce que ce soit des structures gouvernementaux, enfin privés comme publics. Nous sommes des entre guillemets petits producteurs. Quels seraient vos conseils pour justement nous utiliser ces données précieuses que vous transmettez aujourd'hui comme des leviers pour mieux parler, mieux valoriser et mieux commercialiser, parce que c'est le nerf de la guerre, nos vins. Merci.
Écoutez, je pense qu'il y a déjà un premier facteur qui paraît évident, mais qui parfois mérite d'être rappelé, c'est-à-dire c'est le faire savoir. Parce qu'en fait, on est parti de l'hypothèse de se dire tout le monde a à l'esprit que la filière vitivinicole a un impact extrêmement positif sur l'économie de la France, mais à quel point? C'est-à-dire qu'on a longtemps utilisé des chiffres qui étaient construits de façon empirique, si je puis dire, et quand bien même en fait ils avaient été faits de façon empirique, ils étaient quand même consolidés à partir de chiffres existants. Mais aujourd'hui, on a une estimation extrêmement précise. Donc, vous avez des éléments qui ont été compilés dans un dossier de presse qui est à votre disposition. L'ensemble des interprofessions et des syndicats viticoles ont reçu le détail de cette étude, secteur d'activité par secteur d'activité. Donc, pour le promouvoir auprès de vos interlocuteurs en région, vous aurez tous les éléments nécessaires. Et s'il y a des besoins spécifiques qui s'expriment, on pourrait faire des petites notes de synthèse qui vous permettent vous-même de les distribuer si vous en avez besoin. Et nous, c'est notre mission avec Vin et Société et le CNIV, c'est évidemment, lors du dialogue avec les pouvoirs publics, de pouvoir rappeler en fait l'ensemble de la contribution socio-économique de la filière vin. On a commencé à le faire et le Salon de l'agriculture va être l'occasion, encore une fois, de présenter cette étude. Et on aura, à chaque fois qu'on aura la possibilité d'être en contact avec des acteurs, des décideurs publics, nous le ferons évidemment savoir. Décidément, les Sauternais sont là. Moi, je suis présidente de la Route des Vins en Graves et Sauternes, Pessac-Léognan. Et donc, je suis absolument ravie d'avoir à disposition ces chiffres parce qu'on est très en lien avec les politiques pour essayer de développer ensemble le territoire. Et on n'arrête pas de leur dire que la filière vin, bien sûr, dans la Gironde du Sud, c'est énorme. Mais je ne suis pas toujours certain qu'ils en soient convaincus. Donc, oui, votre synthèse sera extrêmement bienvenue. Après, dans les ratios que vous avez donnés, vous disiez 2%. D'ETP par rapport aux autres filières, qu'est-ce que ça représente? C'est toujours un sujet délicat et on s'est beaucoup creusé justement pour essayer de trouver un comparatif avec d'autres filières. Malheureusement, il y a très peu de filières qui communiquent sur ces chiffres. Les études comme ça, socio-économiques, sont assez rares dans les grandes filières. Donc on va espérer que cette étude puisse en lancer d'autres justement pour pouvoir comparer au maximum les différentes filières entre elles. Non, très peu. En fait, beaucoup d'études socio-économiques comme ça sont réalisées au sein d'une entreprise et très rarement au sein d'une filière entière. Donc là, Vin et Société et le CNIV nous ont mandaté pour faire cette étude. Voilà, on va espérer qu'il y ait d'autres filières qui se lancent dans ce genre de travaux. C'est évidemment une question qu'on a eu très vite à l'esprit, c'est se comparer, parce qu'on pense qu'on va bien, mais on a envie de se comparer. On est vite tombé sur la difficulté de la comparabilité des méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, après, vous vous mettez à comparer des choux et des carottes. Donc en fait, ça serait malvenu, je pense, en fait, de faire une échelle de graduation à partir du moment où personne n'a utilisé la même méthode. Donc je crois qu'il y a France Agrimaire dans la salle. Donc sans doute, ils sont aussi mieux à même peut-être de fournir des éléments. Et je crois qu'il y a l'idée de réfléchir pour d'autres secteurs à une étude d'évaluation de contribution socio-économique de ce que j'ai entendu. Donc peut-être que dans les mois qui viendront, on aura d'autres études qui nous permettront de nourrir ce comparatif. Bonjour, merci pour cette présentation riche en chiffres. Moi, je suis sommelière à Paris et je me demandais qu'en est-il de la tendance de consommation de l'alcool, parce que je m'attendais à ce que ce sujet soit abordé, notamment parce que récemment, on lit une baisse de l'alcool, et notamment, je lisais un article dans Les Échos qui disait qu'un consommateur sur 2 en France a plus de 50 ans. Donc je me disais, quelle est la consommation des jeunes, par exemple? Alors, on n'est pas rentré dans le détail de la consommation, mais c'est évidemment basé en partie sur la consommation. Les grandes tendances, déjà, nous, on est la filière vin, donc on ne parle pas forcément pour l'ensemble des autres boissons alcoolisées. La tendance, on la connaît, c'est moins 60% de consommation d'alcool en France depuis 60 ans, essentiellement soutenu par le vin. On sait très bien que ceux qui déconsomment, le produit qui déconsomme le plus, c'est le vin, et spécialement le vin rouge. Et effectivement, derrière, il y a un effet qui mérite d'être explicité, c'est-à-dire l'aspect générationnel, où on sait qu'on a en fait une concentration de notre marché qui est principalement portée sur des consommateurs de plus de 50 ans.
Donc évidemment, l'enjeu est essentiel sur le renouvellement. On parlait des renouvellements générationnels pour les exploitations. Le renouvellement générationnel en termes de consommateurs, il est effectivement très important pour nous. Quand on regarde les études récentes qui ont aussi été faites par France Agrimaire et le CNIV, on voit qu'on a de vrais challenges concernant la consommation des moins de 30 ans concernant le vin. Donc effectivement, on a écrit un plan de filière. On l'a rendu public il y a quelques semaines et l'ensemble de la filière viticole est mobilisé pour relancer et redynamiser la consommation de vin en France, relancer l'export. Mais on a de nombreux défis. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait besoin d'objectiver nos données et de faire en sorte à un moment donné d'avoir des indicateurs qui soient fiables pour pouvoir aussi nous projeter dans l'avenir. Vous avez dit qu'on était donc la troisième filière en génération de chiffre d'affaires, etc. Je ne sais pas exactement quel est le terme que vous employez. Donc la première, en balance commerciale positive de la France. En balance commerciale positive. Est-ce que vous avez parlé de tout ce qui était aéronautique, est-ce que vous prenez en compte les subventions qu'ils ont et que nous n'avons pas? Non, dans le classement qui est fait, ce sont vraiment, on fait les exports nets et on regarde la balance commerciale de la France. Donc c'est vraiment du chiffre d'affaires pur, sans prise en compte de... Mais je n'ai pas réalisé l'étude, elle a été présentée hier. Elle a été présentée hier par la FEVS. Donc je pense que là, pour le coup, c'est plutôt à eux de vous donner le détail du calcul. D'accord. Ok. Donc en balance commerciale, alors, on est le troisième. Oui, bonjour. Je suis viticultrice. Donc, deux questions en bordelais. Quelle différence vous faites entre viticulteurs et vignerons dans votre étude? Et la deuxième question, si j'ai bien compris, dans les taxes, vous n'incluez pas les taxes liées à l'alcool. Pourquoi? Parce que j'imagine que pour le gouvernement, c'est quand même non négligeable. Alors, sur la première question, nous on se base sur des bases de données publiques. Donc je ne suis pas sûr qu'ils fassent vraiment cette distinction entre les deux activités. C'est aussi une des limites de la méthode quand on se base sur des données publiques, mais qui permet la reproductibilité et la transparence de la méthode. Et en ce qui concerne la deuxième question, on n'a pas pris en compte les taxes spécifiques sur l'alcool, tout simplement car certains considèrent que ces taxes viennent en contrepartie d'un impact négatif du vin sur la santé. Et comme il n'entrait pas dans le périmètre de cette étude d'étudier ces externalités, nous n'avons, par souci de rigueur, pas retenu comme impact positif ces droits d'assises. Merci. Une question complémentaire à la première question, c'est du coup, est-ce que vous avez prévu d'étendre votre étude afin que nous puissions avoir plus de leviers de négociation avec nos grands pays clients en Asie et aux États-Unis, en disant, en fait, non seulement ça génère 2% du PIB, enfin 1,5% du PIB français, mais en fait, aux États-Unis, il se trouve que le vin français aussi génère un certain nombre d'emplois, etc., pour leur dire, merci de baisser vos taxes, s'il vous plaît, pour le bien de votre pays. Alors, en fait, on a pensé à des étapes suivantes, évidemment. La première, ce sera l'évaluation de la contribution de l'onotourisme en France, de la filière vin. Sur la partie export, ce n'est pas un sujet sur lequel nous, CNIV et Vins et Sociétés, on s'est attelé pour le moment. Je pense que la FEVS serait plus légitime que nous sur ce lancement d'études. On pense néanmoins qu'il y a aussi d'autres secteurs qui sont difficilement quantifiables, mais on va essayer de le faire d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. C'est la dimension immatérielle de la filière vitivinicole. C'est-à-dire que derrière, ce sont un patrimoine, des savoir-faire. Et comment est-ce qu'on évalue? Et c'est tout le challenge de la mise en place d'une méthodologie qui nous permet de dire c'est beaucoup plus qu'un produit, c'est aussi plus qu'une économie, ça a une dimension patrimoniale immatérielle. Et comment est-ce qu'on le fait? On va se creuser la tête, mais on va essayer de le faire parce qu'en fait, on pense que ça ne peut pas être réduit et circonscrit à cette unique sphère. Mais on a bien pour idée et pour objectif d'arriver à consolider l'ensemble de ces éléments pour montrer quel est le rayonnement de la filière vitivinicole au-delà du simple caractère d'emploi, si je puis dire. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et on transmettra la demande à la FEVS.
Alors non, pour le moment on les a au niveau des filières, mais effectivement les travaux qu'on vous a présentés peuvent être régionalisés. C'est un travail complémentaire qu'on peut faire et on a Oui, déjà réfléchi avec certaines Oui, régions. l'étude descend jusqu'à la commune. Donc, en fait, il est possible d'agréger les données par bassin. Je crois qu'il faut que, s'il n'y a plus d'autres questions, que nous libérions la place. Merci à tous.